La tribune d'idées. Agali. Avec la tribune d'idées, c'est des analyses, des décryptages, des clés pour apprendre et comprendre une œuvre littéraire. Être une femme ambitieuse au Mali, oui, bien sûr qu'elles sont ambitieuses, mais comment faire valoir cette ambition dans une société très conservatrice et fortement enracinée dans ses valeurs et ses traditions? Être une femme ambitieuse au Mali est le titre d'un roman écrit par Sadia Touré, un ouvrage qui parle des femmes leaders dans nos sociétés et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Des difficultés liées le plus souvent au poids de nos sociétés traditionnelles qui leur laissent une marge de manœuvre très réduite. C'est pourquoi on est d'accord qu'elles soient ambitieuses. Mais la question, c'est comment faire pour surmonter, du moins se battre pour réaliser leurs rêves, leurs ambitions, sans se préoccuper des préjugés, se départir des préjugés et transformer ces épreuves en terreau de fertilité. Pour en parler, je reçois aujourd'hui à nos micros Sadia Touré. Bonsoir Sadia et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, je vous en prie et j'encourage encore des initiatives comme ça et merci à vous de m'avoir invité aujourd'hui. Jeune écrivaine, journaliste, blogueuse, vous éditez chez Innov Être une femme ambitieuse au Mali. D'abord, il faut rappeler que ce roman raconte l'histoire d'Alimatou Touré, 21 ans, fille d'un père originaire de la ville de 333 Saint, Tombouctou, et d'une mère originaire de Ségou. Elle ambitionne, malgré le poids des traditions, de devenir la première femme secrétaire générale des Nations Unies. Elle apprend le Coran et s'inscrit à l'école à l'âge de 4 ans. Elle reçut une bonne éducation et affection parentale. Elle échappe à un mariage précoce, mais subira l'excision à l'âge de 3 ans, ce qui précipitera d'ailleurs le divorce de sa mère avant de revenir parce que son père s'y était farouchement opposé et elle l'a fait à son insu. Aussi, faut-il le rappeler, sa mère vient d'une région où cette pratique est ancrée dans leur ADN, disait Alimatou, et elle aurait, sa mère bien sûr, honte si jamais sa fille, en se mariant, ne serait pas chaste ou vierge, etc. Sadia Touré, la société malienne exige des filles et jeunes filles de se préserver et de garder leur chasteté et leur virginité jusqu'au jour de leurs noces. Et c'est l'excuse parfaite pour convaincre les parents d'exciser leurs filles. Qu'est-ce que l'héroïne dit de cette pratique et de ses conséquences ou même de l'aspect religieux? D'abord, elle dit que c'est une pratique barbare qui consiste à couper une partie d'elle, une partie très sensible, une partie censée être son intimité, etc. Et les conséquences sont multiples, rétorque avec force Alimatou Touré. D'abord, il y a les infections, l'infertilité, des maladies sexuellement transmissibles, des complications à l'accouchement, des infections, et j'en passe, Sadia Touré. Donc l'héroïne est contre clairement l'excision, est contre cette pratique. Effectivement. Et comme vous l'avez vu dans les livres, le fait que le papa s'opposait farouchement à la pratique, ça montre un peu la complexité de cette pratique. Et comme nous sommes déjà au mois de février, le mois de lutte contre l'excision et contre les mutilations génitales féminines en général. Oui. Donc l'excision, c'est qu'on n'en parle toujours pas, mais c'est vraiment une pratique à danger, à risque sur la femme. Et parce qu'il y a des gens qui argumentent que l'excision, c'est pareil que la circoncision, alors que l'excision correspond lorsqu'on coupe les glandes de l'homme. Donc, vous voyez un peu comment c'est une pratique à risque. Tout à fait. Et c'est comme je l'avais dit, l'excision, c'est une pratique qui consiste à modifier le travail parfait de Dieu. Et on expose la victime à plusieurs conséquences. Et il y a d'abord des douleurs, vraiment des douleurs insupportables, des hémorragies et l'incontinence urinaire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes filles dans les écoles qui ont cette maladie, mais elles-mêmes, elles ne savent pas d'où vient cette maladie, mais effectivement, ça vient de l'excision. Parce qu'elles ont été excisées à l'âge peut-être de 3 ans, 4 ans.
Et comment, pourquoi? Parce que souvent, l'excision, c'est une pratique qui se fait à l'informel. C'est des vieilles femmes, parce que ce n'est pas tout le monde qui les fait, c'est des femmes qui ont une influence sur les communautés. Et donc, c'est des femmes qui sont à la ménopause et qui souvent ont des problèmes de vision. Souvent, à cause de l'âge, à cause de l'âge, leurs mains tremblent. Donc, souvent, en voulant couper quelque chose, et si on coupe une partie un peu sensible ou une partie où il y a directement le canal du vaisseau et tout, donc vous voyez comment on expose la victime. Et il y a des infections, il y a des maladies sexuellement transmissibles parce que à Bamako, c'est vrai que souvent c'est médicalisé. On se cache pour médicaliser, mais dans les zones rurales, ce n'est tout le temps pas ça. C'est le même couteau que l'exciseuse coupe plusieurs personnes avec le même couteau. Ça peut engendrer plusieurs maladies. Maladies. Oui. Et voilà, l'excision a plusieurs conséquences sur la vie de la femme et il y a beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces qui se font parce que certaines femmes, on va dire, elles se marient, elles font toute leur vie, elles enfantent, mais elles n'ont jamais ce plaisir sexuel-là. Et ça, on n'en parle pas en tant que conséquence de l'excision. Et moi, je mets plus l'accent sur ça dans le livre parce que le plaisir de la femme est très négligé dans notre société. Et je pense que l'excision, c'est aussi une forme de domination contre les femmes pour pouvoir limiter son plaisir et tout. C'est une manière de toujours maintenir cette force patriarcale sur les femmes. Et sur les thèmes de l'excision, on va passer toute la soirée ici à parler de ça, mais en tout cas, il faut retenir qu'il y a plusieurs conséquences. Ça peut même aller jusqu'à la mort. Et il y a aussi les cas de... les fistules obstétricales, c'est l'excision. Donc, il y a des cas aussi où souvent, lors de l'accouchement, l'enfant, il décède parce que c'est difficile de le faire sortir. Donc, il y a plusieurs conséquences de l'excision et c'est vraiment une pratique qui n'a plus sa place dans notre société actuelle. Tout à fait. Alors, elle existe, Sadia, cette pratique, elle existe? Toujours. Est-ce qu'il est facile de mettre fin à ça? J'intervenais sur la même question il y a 2 semaines et c'est ce que je disais. Je disais que on sait l'heure, on veut vraiment que d'ici 2030, c'est des politiques nationales, internationales, mais on se leurre parce que c'est une pratique qui est à plusieurs niveaux et qui est très complexe parce que souvent, vous allez voir que les 2 parents de la personnes concernées sont contre l'excision, mais vous allez voir que comment ça se passe, c'est que souvent vous amenez l'enfant ou bien vous allez le confier à la grand-mère de l'enfant, à votre mère, vous voyagez ou bien vous partez faire une course et vous revenez qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Donc vous voyez que c'est une pratique très complexe qui ne dépend toujours pas de la volonté des parents, mais c'est toujours des sensibilisations, et à tous les niveaux, des sensibilisations à tous les niveaux, engager toutes les communautés, que ce soit les communautés rurales, les communautés urbaines, partout, il faut vraiment diffuser et aussi il faut vraiment une loi contre cette pratique-là et pas seulement une loi parce que nous en avons une plénitude de lois, mais une loi qui va vraiment être pratiquée drastiquement. Le message est entendu, Sadia. Merci. Sadia, quand on parle d'une femme leader, est-ce que ce n'est pas cette femme qui inspire et qui stimule les autres par son comportement et ses aptitudes? La question, c'est de connaître aussi l'impact de cette femme sur les uns et les autres, sur la société en un mot. D'accord, donc pour le dire... la femme leader. La femme leader, on le voit presque partout. Dans les familles, souvent quand on dit la nuit porte conseil, ce n'est vraiment pas la nuit qui fait changer d'avis, mais c'est le leadership sous les oreillers qui fait que l'homme prend une décision. Donc pour vous dire que le leadership a vraiment son impact partout. Et il y a plusieurs études qui montrent que les femmes qui dirigent des institutions ou des entreprises font rarement de chute ou font rarement faillite parce que les femmes ont naturellement ces dons et cette prédisposition-là à gérer avec transparence parce que elle est mature, elle est responsable, elle ne pense pas qu'à sa personne, mais elle pense plutôt à tout son entourage et ça, c'est vraiment important et comme on l'a dit, la femme a un leadership naturel. Ce n'est pas tout le monde qui sait gérer. C'est vrai que ce n'est pas le bon exemple, mais c'est pour montrer que comment on ne le voit pas, mais le leadership, il est naturel chez la femme.
on prend une femme, on l'amène dans une famille où il y a les frères, les parents et tout, mais elle gère la famille, elle gère tout le monde avec ses caractères et ses défauts et ses qualités. Donc ça, c'est vraiment un leadership. Et si en plus de ça, elle prétend à aller diriger telle entreprise ou telle organisation de l'État, eh ben, il faut l'encourager parce que ça encourage encore le développement du pays et elle s'engage encore plus à donner d'elle-même. Donc, l'impact de la femme leader dans la société est à plusieurs niveaux et il nous faut encore beaucoup de femmes leaders dans notre société. Tout à fait. Alors, Sadia, l'héroïne, en l'occurrence Alimatou Touré, a une approche iconoclaste, bien sûr. Elle dit, par exemple, ceci, je la cite, « Certains aspects de la tradition africaine tentent de maintenir les femmes silencieuses, subordonnées, des citoyens de deuxième classe, alors que de nombreux autres saluent la dignité et le respect sacré de la féminité. » Elle prend l'exemple des femmes de Nder au Sénégal dans les années 1819 qui ont dit non aux esclavagistes morts. Elle poursuit son raisonnement en disant, cette fois-ci, bien que je sois consciente des nombreux aspects délétères de nos traditions, il faut voir et utiliser la dimension de la culture qui autorise à faire de la tradition comme un catalyseur pour un changement positif, autorisé à faire, à légitimer et à promouvoir les femmes africaines dans les rôles de leadership. La culture peut être utilisée pour nous maintenir, mais nous pouvons aussi former les cultures de sorte qu'elles soient libératrices. Cette phrase m'a semblé tellement importante, Sadia, que je vais encore la répéter avant de vous donner la parole. Mais nous pouvons aussi former les cultures de sorte qu'elle soit libératrice. En faisant quoi, par exemple? D'accord. Sadia. Merci beaucoup pour la question. Oui. Et c'est vrai que on dit toujours qu'on est dans une société patriarcale, mais moi, je dirais qu'on est dans une société matriarcale qui favorise le patriarcat. Je reviens sur l'explication. Oui. C'est-à-dire, nos cultures sont là. L'excision fait partie de nos cultures. Le respect des aînés fait partie de nos cultures. Nous avons beaucoup d'aspects dans notre culture qu'il faut encourager. Et nous avons l'intégrité, la transparence, c'est des valeurs qui sont propres à notre culture. Mais il y a aussi des cultures qu'il faut vraiment laisser, comme l'excision par exemple. Et comment la femme ne joue pas bien son rôle dans l'excision, c'est que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'exemples. Vous allez voir que l'excision, même dans les foyers, les mésententes et tout, la plupart, elles sont perpétrées par les femmes elles-mêmes. Et vous n'allez pas voir qu'il y a un papa qui exige que sa fille soit excisée. Même s'il y en a, c'est rare, c'est minoritaire par rapport aux femmes qui se battent pour que leur petite fille ou leur nièce soit excisée. Donc, pour vous dire que la femme n'utilise pas bien son leadership, sinon elle a vraiment un rôle de leadership dans la société. Dans les familles, c'est la femme qui prend la plupart des décisions. Et quand même dans les services et tout, quand la femme, elle travaille et tout, souvent vous allez voir que les patrons sont plus aptes à demander des conseils aux femmes. Donc pour vous dire que ce leadership-là est là, il est naturel, mais il n'est pas exploité. Il n'est pas bien utilisé. Donc c'est pourquoi j'ai dit que nous pouvons former les cultures de sorte qu'elles soient libératrices. Et ça commence à notre niveau. Nous devons influer un autre modèle d'éducation. Pareil à nos filles, tout comme à nos garçons. Et c'est sûr que ce modèle, il va continuer et l'ancien système, on ne va pas le forcer, mais il sera obsolète naturellement. Oui. Avec le temps. Vous avez votre téléphone. Oui. Vous utilisez votre téléphone à un moment, vous serez obligé de faire la mise à jour parce que vous utilisez une application qui, lorsque vous devez le mettre à jour, vous le traînez, vous le laissez et après l'appareil va vous dire vous ne pouvez pas entrer dans l'application sans faire la mise à jour. Donc ça commence comme ça. Nous, la jeune génération, nous devons influer en fait. Nous devons apprendre un autre modèle d'éducation à nos filles en les montrant comment utiliser leur leadership, en les montrant comment... Nous ne sommes toujours pas le sexe faible, mais je pense que nous sommes mis dans une posture de conformisme. On est venu trouver quelque chose et on
on se laisse aller et on subit cette pratique. Donc, si nous, à notre niveau, nos filles, nos garçons, nous les montrons une nouvelle éducation et tout, c'est sûr que plus cette éducation va aller et plus l'ancien modèle, les gens ne se verront plus dans ça et ils vont aller vers le nouveau modèle. Donc c'est comme ça que moi je vois les choses et c'est comme ça que j'ai dit que nous pouvons former les cultures de sorte qu'elles soient libératrices. Les cultures ne sont pas figées. Chaque culture a avancé avec les temps. Nous avons laissé beaucoup de choses. Quand nous allons vers l'histoire, nous allons voir qu'il y a beaucoup de cultures qu'on a laissées. Et nous allons voir qu'on a pris beaucoup de choses qui, bien sûr, on a pensé que c'est des bonnes pratiques et ils sont devenus la culture, alors que la culture, c'est des comportements. Et c'est ça, en fait, la culture est dynamique. Donc, il ne faut pas dire que la culture, elle est figée, les femmes doivent rester comme ça, les hommes doivent rester comme ça. Mais nous avons tous notre part à jouer dans le dynamisme de cette culture. Tout à fait. Alors, Sadia, Alimatou Touré est également contre les actes, les commentaires sexistes. Tu en parles en quelque sorte tout à l'heure, les discriminations sexuelles. Elle est contre ça. Qui disent, par exemple, ces discriminations, que c'est l'homme l'héritier de la famille et que la femme quittera tôt ou tard la famille pour aller chez son mari, que les garçons ont plus de valeur que les filles et le plus souvent, l'héroïne dit que c'est à la base même qu'on situe les filles vers les petites choses, alors que les garçons, sans le comprendre, font des jeux qui leur permettent de réfléchir, de devenir pilote avec les jeux qu'ils font dans les casinos et consorts. Les filles sont juste là pour apprendre peut-être à préparer, à faire le ménage. À prendre soin des poupées. Très bien. Donc, je vois que Alimatou Touré s'indigne contre cette inégalité. Oui. Sadia Touré. Oui. Et tout commence en fait par l'éducation, par le bas âge. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes... Quand on les demande aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire, vous allez voir que l'inspiration vient de loin. Soit c'est lié à une anecdote à l'enfance, soit c'est lié à... En tout cas, c'est lié à un vécu à l'enfance. Donc, pour vous dire que l'enfance, elle est très déterminante et les paroles ont un réel pouvoir sur les choses. On dit des choses sans s'en rendre compte, mais les paroles ont un pouvoir d'action. Donc, je ne suis vraiment pas d'accord avec ce système qui dit chaque fois aux petits, aux enfants, j'ai mon frère et moi je suis là. Donc on encourage chaque fois mon frère à aller à l'école, mais moi on me dit bon, débrouille-toi si tu veux. On n'attend pas beaucoup de ton éducation à toi, parce que c'est sûr qu'un jour tu trouveras le prince charmant qui va prendre soin de toi, qui va t'amener dans un château, alors qu'on ne nous dit pas que... C'est un argument qui vous met hors de vous, hein? Exactement. Alors que souvent, ce château n'est toujours pas parfait. Donc, il faut aussi contribuer à la construction de ce foyer. Donc là, je m'indigne parce que c'est pas un bon modèle pour les gens. Nous devons plus aller vers... encourager les hommes à étudier, à faire des choses, à exploiter la vie, tout comme à laisser les filles aussi exploiter la vie, aller faire ce qu'elles veulent, aller à l'école. Ça encourage et ça ouvre l'esprit à d'autres perspectives que le mariage. Et nous le voyons parce que maintenant on ne le voit pas, mais après, pourquoi on dit chaque fois des statistiques montrent que c'est vrai que je dis chaque fois que les politiques de 50%, oui, ça défavorise la femme elle-même quand elle n'a pas les compétences. Mais comment peut-elle avoir les compétences si déjà on lui a mis dans la tête qu'elle se batte ou pas, elle vivra bien. Et donc cette personne ne va plus se battre en fait, elle ne va plus faire des efforts, alors que son concitoyen homme et son homologue homme est en train de se battre, se plier en quatre pour avoir une position, alors qu'elle est en train de dormir ou elle est en train de préparer. Donc là, c'est vrai que sur le plan compétitif, ils vont pas jouer sur la même scène. Tout à fait. Mais si par exemple on lui avait dit bats-toi au même titre que cet homme, que ton frère, oui, c'est sûr qu'il y aura plus de compétitivité dans notre société. Et nous voyons l'exemple aujourd'hui dans les pays anglophones. Oui. Les femmes sont vraiment au Nigeria, il y a 4 grandes banques que les femmes lead. Oui. Et pourtant, ce sont
bonnes épouses, la plupart du temps, j'ai lu des articles là-dessus, ce sont des bonnes épouses qui gèrent mieux leur foyer. Donc là, je dis, ce système-là est d'inculquer aux hommes, oui, la maison te reviendra, c'est toi l'héritier de la famille. Oui. C'est pas bien parce que ça peut pousser l'homme aussi à être un fainéant, à ne rien faire parce qu'en s'attendant à un héritage, et donc c'est un mauvais modèle d'éducation. Le deuxième cas, c'est que, oui, comme on l'a dit, les jouets, c'est important. Et donc, quand on va dans les rayons de jouets pour enfants, on voit que les rayons des hommes, des garçons, c'est vraiment agressif. Il y a des ballons, il y a des jouets de soldats, il y a des jouets de pilotes, il y a des jouets de voitures. Oui, mais si on voit une fille s'approcher d'eux, on dira tout de suite que celle-là... Pourquoi tu veux l'acheter? Elle veut être un homme ou quoi? Oui, on le dit. C'est ça, par exactement. exemple, j'ai ma fille, oui, j'amène ma fille et là, elle n'est pas attirée, par exemple, par les couleurs roses, par les poupées Barbie, par... j'en passe. Oui. Si elle veut, par exemple, prendre quelque chose dans ses rayons, et vous verrez que le personnel du service en question seront les premiers à s'indigner. Ils vont vous demander, est-ce que c'est pour la fille que vous voulez acheter des jouets? Donc, vous voyez qu'il y a une prédisposition naturelle qui est là, qui a séparé les choses, alors que les jouets, ça ouvre, ça pousse à réfléchir. Il ne faut pas délimiter les jouets. Les enfants, il ne faut surtout pas les délimiter. Si une fille a plus d'attirance vers les jouets pour avion, les jouets, les ballons et autres, qu'on la laisse faire. Parce que au-delà de l'aspect distractif, ces jouets peuvent être un déclic pour ces personnes. Et la preuve, j'ai une sœur avec laquelle j'ai fait le Parlement, oui, qui aujourd'hui est en train d'étudier quand même l'aviation parce que quand elle était petite... Elle est malienne. Elle est malienne. Quand elle était petite, elle jouait avec les avions et aujourd'hui, elle est en train d'apprendre à conduire, bien sûr, à piloter de l'avion. Donc, pour vous dire que les jouets, c'est déterminant dans l'enfance. Tout à fait. Vous insistez sur l'aspect éducatif de la jeune fille. Oui. Ça aussi, c'est à noter, Sadia Touré, que l'école... est un levier à la manifestation de son leadership. C'est le meilleur endroit pour se former et s'exercer. Et les études rendent, in fine, la femme indépendante. Sadia, vous êtes pour la scolarisation de la jeune fille. Ça se voit dans cet ouvrage. 1000% pour la scolarisation de la fille. On ne peut pas être indépendante sans aller à l'école parce que oui, aujourd'hui au Mali, oui, aller à l'école, c'est une chance. Pour les filles, c'est une chance parce que dans les milieux ruraux, la chance n'est pas toujours donnée aux femmes, aux filles. Oui. Souvent, quand il y a deux enfants, un homme et une femme, et qu'il y a l'opportunité d'envoyer une personne à l'école, c'est l'homme qu'on envoie. Donc, il faut que la scolarisation ne soit plus un choix, mais que ce soit une évidence pour les gens. Envoyer les filles à l'école, mais on peut aussi être indépendante, on peut aussi être une femme battante sans bien sûr passer par l'école, mais c'est très important aussi de passer parce que l'éducation déprisonne les esprits et ça éveille les consciences. Donc quand la jeune fille est plus apte à connaître les challenges dans lesquels elle doit faire face, les challenges de ce monde, c'est sûr qu'elle va se battre. Et comme on le dit, l'ignorance c'est souvent bien, mais c'est pas bien parce que quand on est ignorant, on n'a aucun problème dans sa vie. On ne sait pas quel challenge il y a. Oui. Mais quand on est conscient des problèmes, des défis de notre société, c'est sûr qu'on peut agir pour ça. Donc, je suis 1000% pour la scolarisation des filles que des hommes aussi. Où en est-on avec cette politique de la scolarisation de la jeune fille dans les zones rurales et consorts au Mali? Ça avance ou bien ça traîne? Ça avance, mais pas de comment dire, caméléon. Mais ça avance quand même. Il faut avouer que ça avance parce qu'il y a beaucoup de politiques qui rendent l'éducation basique gratuite pour les filles et surtout pour les zones rurales. Mais le challenge, ce n'est pas seulement les institutions, mais le challenge, c'est les mentalités des parents. Souvent, tout est rendu gratuit et tout, mais vous allez voir que le père refusera toujours d'envoyer sa fille à l'école parce que il voit plus de nécessité qu'elle laboure le champ, qu'elle travaille, qu'elle se marie, qu'elle soit source de revenus plutôt que d'aller à l'école où elle va passer de longues heures sur les bancs et elle ne va apporter aucun revenu financier et aucune
aucun échange domestique dans la maison. Donc, il faut beaucoup travailler sur les consciences. En lisant votre introduction, j'ai vu une note, Sadia Touré, très percutante. C'est celle qui dit, par exemple, les femmes que vous êtes, même si vous n'avez pas eu la vie que vous voulez, battez-vous pour vos idéologies. Être ambitieuse n'est pas qu'étudier, être dans des grandes organisations, mais c'est de se battre pour donner un sens à sa vie. Il y a aussi quelque part, etc. Il y a aussi quelque part dans ce monde, vous citez encore, des femmes qui se forment, qui apprennent des petits métiers, qui se battent pour d'autres personnes. On n'en parle pas tous les jours, mais ces femmes sont un peu partout. Parmi nous, qui ont décidé de changer, d'avancer, de croire à un avenir meilleur. Et vous terminez en disant, arrêtez d'oppresser les femmes et le monde cessera d'être une terre d'injustice et de cruauté. Sadia Touré. Oui, je suis d'accord avec... C'est moi qui l'ai écrit. Oui. Donc, d'accord. C'est pour dire encore que l'oppression, c'est... On a l'impression que... En fait, c'est à plusieurs niveaux. Oui. Les mêmes hommes qui oppressent ces femmes, ce sont ces mêmes hommes qui vont faire les guerres. Et si, par exemple, on donnait plus de chance aux femmes, déjà la population mondiale a montré qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Si on exploitait tous ces talents-là, je ne demande pas de donner aux femmes, de les donner quelque chose juste comme ça. Oui. Mais si on les donnait l'opportunité de se former, de travailler, de les rendre productives, et que ces mêmes femmes, maintenant, après avoir acquis tout ce qu'elles doivent pour pouvoir influencer ce monde, je pense que les guerres et beaucoup de choses n'auraient pas eu lieu. On voit que s'il y avait plus, les hommes ont échoué en tant que les guerres ne font que se multiplier. Imaginez par exemple que plus de la moitié du monde est dirigé, des pays du monde sont dirigés par des femmes. C'est sûr qu'il y aurait moins de guerres parce que ça, c'est très bien, les femmes ont pitié. Les femmes ne pensent toujours pas à elles, comme je l'ai dit. Elles ne pensent toujours pas aux gains que, par exemple, les armes, le trafic d'armes ou plusieurs choses peuvent apporter. Mais elles pensent plus à cette guerre qui envoie un père de famille, cette guerre qui fait des orphelins, cette guerre qui fait des veufs, cette guerre qui fait des victimes par-ci, par-là. Elle pensera plus comme ça avant de signer des politiques à l'endroit des guerres et tout. Donc, pour vous dire que les femmes ne sont pas impulsives. Et donc, là, c'est pourquoi j'ai dit arrêtez d'oppresser les femmes et le monde sera une terre de paix, un havre de paix. Si on donne plus de chances aux femmes de se former, les laisser compétir au même titre que les hommes, les laisser la chance d'être présidente, c'est sûr. Testez, si vous voulez, c'est pas moi qui l'ai dit, mais testez-le, qu'on donne la chance aux femmes d'accéder au poste de présidence et vous verrez comment le monde sera redressé dans quelques années. C'est pourquoi vous leur dites, battez-vous pour vos idéologies. Exactement. Vous les encouragez, hein? Je les encourage à se battre. D'accord, c'est sur cette note que nous allons observer une courte pause avant de revenir dans quelques instants à Sadia Touré. Ça veut dire d'abord la tolérance. Ça veut dire aussi que la paix, pour moi, c'est les femmes. La femme est sensible, c'est elle qui fait les enfants. Donc c'est elle qui est capable d'avoir pitié et de comprendre. C'est de mon point de vue. Si vous voyez le peuple, vous le croyez malade. Mais non, sa maigreur, c'est son état. Ce n'est pas par maladie. Et les autres ajoutent, surtout les tirailleurs Bambara qui ont appris à parler français. Là, ils ont fait un français à leur manière, un français tout à fait piquant. Ils disent peuple, toujours malade, jamais mourir. En fait, il y a d'abord la mentalité de départ. Ça me paraît important. Il y a la mentalité de départ. C'est-à-dire que pour partir, il y a un candidat à l'immigration, à l'aventure qui dit « je vais partir ». Donc il y a la mentalité de départ, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose de très important. Diablesse au cœur de pierre, c'est cru,
Ces cris tant souhaités par ces femmes. Ces cris tant souhaités par ces femmes. De votre émission La Tribune d'idées en compagnie aujourd'hui de Sadia Touré, jeune écrivaine, blogueuse, journaliste avec qui nous parlons de son tout nouveau roman Être une femme ambitieuse au Mali. Alors Sadia Touré, à vous lire, bien sûr que vous défendez la cause de la femme leader. Si jamais on vous taxe d'être cette femme, cette féministe, d'être cette femme arriviste, cette femme qui veut porter le pantalon à la place de l'homme, c'est une expression prise quelque part. Quelle serait votre réaction, Sadia? D'accord. Merci pour la question. Oui. Et oui, j'assume le titre de féministe. Des féministes, Mais par contre, d'accord. arriviste, Non. je pense que ce n'est pas une définition du féminisme, mais c'est vrai que c'est une prédisposition que beaucoup ont du féminisme. Oui. Et justement, vous me rappelez la nécessité de toujours écrire mon article, parce que je suis en train d'écrire un article. C'est Très quoi bien. être féministe de nos jours? Oui. Donc là, ça me montre comment la nécessité d'écrire toujours cet article-là. Donc, féministe ne veut pas dire arriviste. Féministe ne veut pas dire celle qui veut forcément dominer quelqu'un ou quiconque. Féministe ne veut pas dire... Ce n'est pas non plus celle qui veut porter le l'égalité pantalon. entre hommes et femmes. Parité plutôt. Parité, et homme-femme. c'est ce que j'ai dit en fait. Il y a plusieurs définitions du féminisme et il y a plusieurs sortes de féminisme aussi. Mon féminisme à moi, c'est vraiment me battre en fait pour mettre la place, pour mettre la femme à la place qu'elle mérite. Oui. Mérite. Donc, et là, dans le sens des foyers, on dit que oui, celle qui se bat, la féministe, elle veut porter le pantalon à la place de son homme. Et moi, je suis contre parce que je pense qu'il n'y a pas lieu de porter un pantalon dans un couple. Le couple, c'est des concessions Oui, des deux côtés. oui, C'est de l'entraide, c'est de la solidarité. Donc, ce modèle déjà de vouloir que quelqu'un veuille dominer telle personne, déjà, je suis contre ça. Donc, que ce soit l'homme ou la femme qui domine, je pense que c'est l'amour, c'est le mariage qui est plus important et c'est l'entente entre les deux. Donc, déjà, on met sur un terrain de guerre deux personnes qui sont censées vivre ensemble. Et là, je parle de ça. Donc, porter le pantalon, ne pas porter les pantalons, l'essentiel, c'est d'être ensemble. Ça, c'est déjà ce que je pense. Et comme je l'ai dit, oui, je suis féministe, je l'assume. Appelez-nous au 20 73 94 35. 20 73 94 35 pour jouer, poser des questions ou réagir. Sadia, Oui. savez-vous pourquoi les hommes ont peur des femmes ambitieuses? Le plus souvent, on dit même qu'elles ne sont pas mariables. Oui, on prend un premier auditeur avant de vous donner la parole. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. On poursuit, Sadia. D'accord. Je disais tout à l'heure, si vous savez pourquoi les hommes ont peur des femmes ambitieuses. Le plus souvent, on dit même qu'elles ne sont pas mariables, de peur de dominer le foyer. Qu'en pensez-vous, Sadia? Est-ce que cela est vrai? Je pense que c'est un conformisme culturel, social. Ah, Pourquoi? Parce que on l'a vu que c'est un conformisme, comme je viens de le dire. On a juste peur de se challenger, alors qu'un couple, c'est des challenges au quotidien. Pourquoi la femme, elle peut... Il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes qui ont pu quand même... qui ont pu s'entendre dans un foyer heureux, Oui. avec des hommes leaders, des hommes qui ont impacté le monde, des hommes qui ont fait beaucoup de prouesses. tout à fait. Mais quand même qu'ils ont pu... Mais pourquoi le contraire ne serait pas possible? Donc, je pense que là, il y a un conformisme de la part des hommes qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, se challenger, toujours essayer d'impressionner une femme qui réellement n'a juste besoin que du soutien de la part de son conjoint. Donc, je pense que c'est culturel et c'est vrai. Oui. C'est une réalité à laquelle on est confronté au Mali, mais je pense que
il faut vraiment qu'on sorte de cette manière de penser. De comme cette je l'ai dit, de mentalité, ces de cette mentalités. philosophie. Et comme je l'ai dit encore, domination ou non-domination, c'est le couple qui importe. Que telle personne porte le pantalon, que ce soit la femme qui domine. Mais si la femme domine, il est où le problème? Oui. Est-ce qu'elle va le dire tout haut, c'est moi qui domine mon mari? Non. Et qu'on le dise ou pas. Certains hommes se sentiront blessés Mais la femme ne va pas le dire. à cause de cela. Et comme exemple, Oui. on a beaucoup de ménages comme ça qui ne disent rien, où l'homme ou la femme ne sont forcément pas des leaders, mais on voit quand même que la femme domine d'une manière ou d'une autre. Déjà, elle lui donnant le rôle de maîtresse de la maison, de chef de famille. Elle a un pouvoir, elle domine forcément. Elle a un pouvoir elle agit sur sa famille. Donc déjà, c'est une contradiction, je pense, vouloir dominer. Parce que déjà, en mariant une femme, on lui donne tous les droits pour dominer sa vie, pour être, tout comme la femme donne à son conjoint le pouvoir de dominer sa vie. Sinon, ce serait quoi le sens de mariage? Je me pose la question. Appelez-nous au 20 73 94 35. Le 20, le numéro du standard est le 20 73 94 35 pour jouer, poser des questions ou réagir à tout ce qui vient d'être dit tout à l'heure par Sadia Touré. Le numéro, il est impératif de le composer si vous voulez jouer. Je le répète une fois de plus, le 20 73 94 35. Alimatou Touré ne partage pas, à vous lire, l'approche de Baraka. De dire par exemple qu'une femme doit se soumettre à son époux, doit supporter les souffrances dans le foyer pour avoir des enfants bénis. Cette philosophie ne serait pas très logique pour elle. Cette approche doit être plutôt réciproque et il faut savoir dire non et briser le silence et les tabous, disait Alimatou Touré. Sadia? Merci pour la question. Oui. Et je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont réagir justement à cette partie. De Et Baraka. je suis prête pour répondre. Donc, souvent, on voit dans nos sociétés qu'il y a des femmes Oui, qui, comme on le dit, qui ont été aveugles, qui ont été muettes, qui ont été sourdes dans Oui. leur foyer. c'est ça. Mais on voit que leurs enfants, Mhm. comme on le dit, ne sont pas quand même devenus le modèle de réussite qu'elles voulaient. Ah oui, Parce que justement, en se soumettant, elle a tout accepté, oui. elle a tout subi Mhm. pour qu'un jour elle puisse voir le fruit de cette soumission à ses enfants, à la réussite de ses enfants. Mais on se pose la question, on dit oui, on ne comprend pas. Pourtant, on le comprend très bien, c'est parce que oui, le mariage, c'est deux personnes. Oui. Une seule personne ne peut pas traiter l'autre d'esclave et qu'on voit ses enfants réussir. C'est impossible. On dit tel père, tel fils, souvent, telle fille, telle mère, Telle mère. telle mère, telle fille. Oui. Pourquoi? Parce que souvent, un homme qui est habitué à voir ses parents, son papa, frapper toujours sa maman, et sa maman se tait, elle dit rien parce qu'elle veut que son enfant réussisse. Mais son enfant, oui, il va réussir, mais parce que la maman, elle laisse, mais elle n'a pas pardonné. Donc pour vous dire que là, vous voyez Non, un peu... Elle laisse le père, mais au fond, elle n'a pas pardonné. Donc, en fait, c'est ça Aïe, la aïe. différence entre soumission et être patiente. C'est pourquoi je ne partage pas la conception de Baraka. La Baraka, c'est réciproque. C'est vraiment réciproque. Si il y a le respect mutuel entre les l'homme deux. et la femme. Exactement. Oui. S'il y a l'amour mutuel entre les deux. Et c'est vraiment sûr que à 100%, si l'enfant travaille aussi, c'est sûr que l'enfant va réussir. Mais il y a certaines choses qui viennent, bien sûr, des prédispositions de la famille, c'est-à-dire se soumettre, accepter tout juste pour voir son enfant réussir. Je pense qu'à un moment, il faut dire non. Et c'est cette erreur qui a poussé beaucoup de femmes à succomber sous les coups de leur mari. Oui. Et vraiment, il est vraiment temps d'arrêter ces choses et de ne pas... Parce que en encourageant... Avant, oui, on disait pareil. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Oui. on demande aux femmes de se taire, de se soumettre, mais est-ce qu'aujourd'hui, le modèle de papa, le modèle d'homme, le modèle de mari qu'étaient nos grands-parents, nos papas, est-ce que nos hommes d'aujourd'hui influent cette dynamique-là? Donc, c'est ça qu'il faut penser en fait. Tout à fait. Si on ne peut pas juste demander à la femme
de rester droite, de rester soumise et tout, alors qu'on laisse l'homme faire tout ce qu'il veut et que quand on lui critique de ne pas exactement, qu'ils disent oui, nos mamans pourtant étaient soumises, mais est-ce que lui, il se comporte comme son père? Donc c'est là la question en fait. Donc pour dire que la baraka, ça doit être réciproque. Et c'est le respect mutuel, c'est l'entraide, c'est la solidarité entre deux personnes dans le couple. Mais vraiment, ça ne dépend plus de cette soumission-là. Un enfant qui est habitué à avoir des insultes dans la famille ne reproduira que pareil quand il va se marier et vice-versa. Alors, cette question des barakas, l'héroïne le martèle avec force qu'elle doit être réciproque. Appelez-nous au 20 73 94 35 pour jouer ou poser une question ou réagir. Le numéro, c'est le 20 73 94 35. Sadia, oui. Il y a un passage dans votre roman intitulé Comment choisir son conjoint. Ce chapitre m'a beaucoup plu. Alimatou Touré dit que la réponse à cette question conduit à une recommandation personnelle. Écoutons-la, elle dit ceci. Je divise déjà les qualités d'un homme en 3 catégories. La première, elle dit les qualités du cœur, de l'âme et les valeurs morales. La seconde, les qualités de l'esprit, la richesse intellectuelle, l'intelligence. Et la troisième, pour terminer, les qualités physiques, la beauté extérieure, le visage, le corps. Elle les explique un à un. Oui. Et la plus importante, dit-elle, est la valeur morale et spirituelle. D'accord. Alors, je me vois très mal ici, Sadia Touré. Bon, elle dit toutes ces qualités, les qualités du cœur, de l'âme. Oui, c'est ça, je me vois très mal et je vois beaucoup d'hommes. Donc, cette femme ambitieuse qui aimerait avoir un homme qui a toutes ces qualités-là, j'avoue que c'est du lourd. Hein? Pourtant, c'est basique parce que c'est basique en fait. Je pense que la spiritualité, la moralité, on ne peut pas se marier avec une personne où on a des... Ça se fait beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a une certaine hypocrisie de nos jours dans le mariage parce qu'on veut juste se marier pour satisfaire la société. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a certains critères basiques qu'il faut respecter. Je peux être d'accord que vous dites que parce que ça, j'ai divisé les catégories. Oui. Mais là, j'ai plus développé d'autres parties. C'est-à-dire, quand on veut une femme qui se challenge chaque jour, qui se réveille très tôt chaque matin pour aller travailler, qui a de la valeur ajoutée, c'est important, mais ça ne suffit pas. Donc, pour te dire que oui, le cœur, la gentillesse, les qualités morales, je pense que c'est une vertu de notre société. Tout à fait. Ça, c'est déjà, notre société reconnaît ça comme une valeur importante dans le mariage. C'est pourquoi quand vous allez demander les mains d'une fille, on vous demande est-ce que la personne vient d'une bonne famille religieuse ou bien est-ce que c'est une personne qui a quand même des valeurs, une bonne moralité. Donc ça, c'est bon nombre de valeurs qu'on retrouve dans notre société. Tout à fait. Le physique, je l'ai encore dit dans les livres, ce n'est pas le plus important. L'intelligence, oui, quand même. Une femme qui se bat, une femme qui a besoin d'un homme aussi intelligent, un homme avec qui ils peuvent élever des enfants ensemble, des enfants où on va transmettre d'autres connaissances, et il y a beaucoup de choses qui ne dépendent toujours pas de nous, qui sont naturelles. Donc forcément, avoir un mari qui a une certaine intelligence, ça va se transmettre naturellement chez votre enfant. Donc les autres critères, comme je l'avais dit, c'est vraiment un homme aussi tout ambitieux qui se donne les moyens de réussir, qui se donne des challenges et qui subvient à ces challenges-là. Et voilà. Et comme je l'ai dit, un homme qui sait faire des concessions. C'est vrai que dans notre société, même à chaque fois que je le dis, on me dit, mais tu te leurres, tu veux être une blanche. Non, je ne veux pas être une blanche. Mais quand même un homme aussi qui va aussi voir souvent l'intérêt de la femme, l'intérêt du foyer, avant de penser à tout ce qui est déjà établi par la société. Est-ce que cet homme va vouloir s'impliquer dans les tâches domestiques quand moi, je n'ai pas le temps ou quand
je suis prise et tout. Donc, il y a tous ces aspects-là à voir. Et l'excuse parfaite, c'est que dans notre société, les hommes ne cuisinent pas, mais je suis prête à apprendre à cuisiner. Tout à fait. À l'apprendre à cuisiner. Donc, oui, si vous ne trouvez pas, c'est normal, mais vous pouvez toujours travailler sur vous pour pouvoir chercher encore d'autres femmes ambitieuses. C'est ça, en fait, le couple. Quand on voit qu'il y a des choses que l'autre aime, que nous n'avons pas, et ben, on cherche à acquérir ses compétences. Tout à fait. Pour l'impressionner. Oui. Appelez-nous au 20 73 94 35. Le 20 73 94 35 pour jouer. Les questions sont de nature culture générale ou poser une question et réagir à tout ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas si le technicien, en tout cas, il s'arrache les cheveux pour essayer de mettre tout au top. Sadia, en vous lisant également, vous mentionnez par endroit la question de la corruption. Parce que la jeune dame, en l'occurrence l'héroïne du moins, Alimatou Touré, quand elle a eu son bac, elle a eu la mention bien et elle s'est inscrite au ministère de l'enseignement supérieur pour essayer d'avoir une bourse et aller à l'étranger. Et à sa grande surprise, son numéro figurait sur la liste, mais son nom n'y est pas. Et quelque part, quand son père a porté plainte ou quand son père est allé voir, on lui demande de payer une somme de 3 500 000. C'est un casse-tête, ça. Ça veut dire que quelque part, on brise l'ambition des talents, exactement, les enfants des pauvres, de dire qu'ils n'auront pas cette capacité ou du moins, d'aller à l'étranger ou cette opportunité. Oui. Parce que si on demande à un père quand même moyen de payer une somme de 3 500 000, ça on brise quelque part une ambition. C'est sûr, on brise une ambition et on prive même le pays d'une valeur sûre. Tout à fait. Parce que si les choses avaient été faites comme à la normale, et c'est ce que je dis dans le livre, à la base, chaque pays qui se respecte, chaque pays indépendant après tant d'années, doit travailler sur certains axes. Déjà, rendre l'éducation accessible, gratuite, les mesures sanitaires et puis la santé. Ce sont ces trois priorités qui font d'un pays un pays. Tout à fait. Mais si déjà ce sont des domaines qui ne sont pas en tout cas garantis au Mali et que d'autres pays, par gentillesse, par bienveillance, nous donnent des bourses d'études gratuites qui sont censées être gratuites au nom de cette coopération entre les pays et qu'en plus on essaye d'avoir son gagne-pain sur ces subventions. Je pense que c'est vraiment triste et ça c'était vraiment un cas personnel et ça choque plus d'un mois. Par exemple, j'ai eu la chance d'aller à l'université privée, mais et ces autres personnes, exactement, mais et ces autres personnes qui n'ont pas ce moyen-là, qui sont obligées d'aller, comme je l'ai dit, l'éducation ici, elle coûte cher, et ces pays qui vont, ces gens-là qui, avec tant d'espoir, qui avaient commencé avec tellement d'ambition dans la vie, et qu'ensuite on les coupe de cette manière, je pense que ça a plusieurs conséquences. Tout à fait. Ça favorise le banditisme. Ce n'est pas pour encourager de tels actes, mais ça encourage le banditisme, la toxicomanie et tout plein de choses qu'on voit dans notre société. Donc pour vous dire que nos agents corrompus contribuent d'une certaine manière à l'insécurité même de notre pays et à l'instabilisation. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc l'éducation déjà au Mali, tout n'est pas réuni. Donc si au moins on veut vendre les bourses d'études, quand même qu'on soit sûr que l'éducation publique est de rigueur. Dans les autres pays, c'est le contraire. C'est l'éducation publique qui est rigoureuse. Les écoles privées, oui, c'est juste de nom, mais dans les autres pays, c'est l'université publique qui est vraiment rigoureuse, qui est vraiment sélective. Et dans certains pays, vous ne pouvez pas postuler à certains postes sans avoir des diplômes des universités publiques. Mais ici, c'est tout le contraire. Donc, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, soit on continue à vendre ces bourses d'études, soit on redresse vraiment l'école publique au Mali.
parce que on tient à avoir en souvenir la belle voix de Sadia. Donc je vous demanderai de nous lire, Sadia, la première page de votre ouvrage. D'accord. Ouais. Introduction, le leadership est la capacité pour une personne ou pour un groupe de faire adhérer les autres à des valeurs communes, des idéaux. Le leadership se manifeste par la capacité d'une personne à fédérer et à mobiliser les énergies autour d'une action collective. C'est une personne qui inspire et qui stimule les autres par son comportement ou ses aptitudes. Le leadership est donc une reconnaissance. Dans ce contexte-ci, nous allons aborder les aspects du leadership de la femme, mais pas seulement son impact sur la société ou son entreprise, mais comment la femme vit son leadership au quotidien. Il s'agit donc de faire ressortir comment les femmes leaders, entre guillemets, vivent cette situation car elles souffrent de double discrimination, la discrimination du genre, de surcroît encore lorsqu'elle est jeune femme. Nous allons essentiellement parler de la jeune femme, leader dans la société, dans la famille, dans sa vie personnelle qui peut comporter ses fréquentations, amitié, amour ou autre. Le côté professionnel n'est pas à oublier. Ce livre décrit une histoire vraie avec des expériences communes à d'autres femmes et des personnages fictifs. Il est si difficile de tenir un langage différent des habitudes classiques, surtout dans une société très conservatrice et fortement enracinée dans ses valeurs et ses traditions. Dans beaucoup de sociétés, notamment celle du Mali, la femme est une citoyenne de second plan. Elle doit juste subir et attendre qu'on lui dise de faire quelque chose ou pas. Beaucoup ont longtemps accepté cette situation. C'est malheureusement le cas de nos mamans, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Sadia. C'est très gentil. Alors, nous sommes presque à la fin du temps. Sadia, si vous avez des mots de fin, de conclusion, des mots de remerciement à l'endroit des amis, des parents. D'accord. Alors, déjà, je remercie vraiment mes parents parce que dans notre société, ce n'est pas facile. Et ça, c'est possible quand on a des parents qui comprennent. Tout à fait. Donc, Sadia, c'est l'auteur d'occasion parce que ça, vraiment, c'était pas prévu. J'ai plus évolué dans les organisations de jeunesse, des organisations internationales. Et la plupart de nos activités, c'est toujours ancré vers l'autonomisation de la femme, les droits des filles, la lutte contre l'exclusion toujours, et la lutte contre le mariage précoce qui est un autre débat. Et donc, c'est tant de choses qui m'ont inspiré aussi à écrire ces livres, de par ma formation de journaliste aussi. Très bien. Donc, tout ça, toute cette compréhension de la part des parents, c'est vraiment à saluer parce que je ne suis... C'est vraiment difficile au début. J'étais vraiment presque pas présente à la maison. Chaque fois des réunions par-ci par-là. Donc vraiment un remerciement à mon père El Hadj Draman Touré et à ma mère Djenebou Dambélé, à l'ensemble de ma famille et à toutes ces personnes qui m'aident de loin ou de près et qui m'encouragent toujours parce que souvent notre motivation vient aussi de notre entourage, même si on ne veut plus se battre, mais chaque fois recevoir des messages de félicitations, des messages de bon courage pour ce que vous faites, ça motive toujours. Tout à fait. Donc un remerciement à toutes ces personnes qui me motivent et un grand merci à toi, à l'antenne, pour cette initiative parce que on a besoin de ce genre de tribunes, on a besoin de ce genre d'espace que la jeunesse s'exprime et voilà, faire la promotion des auteurs parce que ce n'est vraiment pas facile au Mali. Tout à fait. Et c'est un monde difficile au Mali d'être dans le monde de la littérature. Donc, merci beaucoup à vous pour cette initiative et merci à tous nos auditeurs qui, je ne sais pas... En tout cas, le technicien s'est tellement arraché les cheveux, on dirait que notre téléphone a un problème. Merci à notre technicien. Donc, c'est sur cette note de remerciement que se termine la tribune d'idées. Grand merci à Sadia qui nous parlait de son premier ouvrage, Être une femme ambitieuse au Mali, paru chez Innov. Grand merci également à la maison d'édition Innov. Oui, qui n'a aménagé aucun effort pour la publication de ces livres. Merci et à la semaine prochaine. Quand ils disent peul, toujours malade, jamais mourir. En fait, il y a d'abord la mentalité. La tribune d'idées.
Yaya Agali. Avec la tribune d'idées, c'est des analyses, des décryptages, des clés pour apprendre et comprendre une œuvre littéraire.